ce 5e webinaire organisé par l'agence EHEA. Donc, c'est notre 5e webinaire de confinement. Et celui-là est un peu particulier, vous allez voir, puisque bon, jusqu'ici, on avait essayé de répondre aux questions extrêmement pratico-pratiques que posait la crise du Covid-19. On a parlé de leadership, on a parlé de cybersécurité, on a parlé de réputation, on a parlé de reprise post-11 mai, donc d'être extrêmement pragmatique sur comment est-ce qu'on allait s'organiser. Et puis, pour reprendre un peu notre souffle, ou pour prendre du souffle tout court, on s'est dit, bon, comme on ne voulait pas non plus rentrer dans toutes les histoires et les polémiques, pas les polémiques, mais la prospective à tout va, que sera le monde de demain, etc., on a préféré demander à Patrick, qui est là, que je vais présenter dans 2 minutes, son avis sur la question. Et vous verrez, son avis est tout à fait passionnant. Avant de reprendre notre série de webinaires peut-être beaucoup plus pro au sens conventionnel du terme, la semaine prochaine et la semaine d'après sur eh bien, les entreprises en difficulté. Comment est-ce qu'on on s'aperçoit qu'on est en difficulté et quelles sont les premières mesures. Alors, déjà, un grand succès pour ce webinaire. Hein. Vous étiez plus de 600 inscrits. Alors, je ne sais pas si tout le monde a pu peut assister, mais en tout cas, si vous connaissez des gens qui n'y arrivent pas, dites-leur que c'est sur YouTube. J'ai indiqué dans la conversation. Donc, où était le lien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont nouveaux, donc je m'appelle Emmanuelle Hervé, je dirige un cabinet de gestion de crise qui s'appelle EHEA et qui accompagne les entreprises en temps de paix et en temps de guerre, entre guillemets. En temps de paix, nous accompagnons les entreprises pour organiser les processus de gestion de crise, former les membres des cellules de management de la crise et entraîner les équipes avec des exercices de simulation. Et puis, à chaud, lors des crises déclarées, nous allons plutôt intervenir en conseil du comité de direction pour gérer des situations tout aussi variées que des accidents industriels, des pollutions, des affaires de corruption, de chantage, de cyberattaques et de licenciements. Donc aujourd'hui, on est ravis, je suis vraiment ravie d'accueillir donc mon ami Patrick Berensteinas, que vous voyez installé, confiné dans son bureau. C'est ça. Bureau éminemment sympathique, avec du ruinard dans les placards. Et alors, qui est Patrick Berensteinas? Pour les gens qui ne le connaissent pas, à la fois c'est un scientifique, mais je le définirais dans les différentes approches qu'on a eues avec mes entreprises et mes clients comme un créateur d'esprit d'entreprise. Alors, on va plus longuement revenir sur ce concept d'esprit d'entreprise, mais chacun connaît, a entendu parler d'un très fort esprit chez Apple, de l'esprit d'entreprise chez Michelin, de la culture d'entreprise. Mais tout ça, c'est un peu impalpable. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est justement comment est-ce que, qui en a moins, comment les différentes entreprises se sont comportées à travers cette crise par rapport à cette cohésion, cette culture, cet esprit fort qui probablement amène une certaine résilience. Donc, on va parler de tout ça. Patrick est aussi un écrivain reconnu et un conférencier international. Pour preuve, vous venez de tous les horizons. Voilà. Et bon, Patrick a été également qualifié d'homme incontournable par le monde des religions. Donc, c'est une approche hors du commun qui attise toujours la curiosité. Et comme aujourd'hui, on fait face à les professionnels ou les habitués de la gestion de crise connaissent le terme, on fait face à un black swan planétaire. Eh bien, devant cette situation extrêmement inédite, j'ai eu envie de lui demander de s'exprimer pour un peu peut-être éclairer notre lanterne d'une manière différente, pour sortir peut-être des discours convenus de l'éthique et de la RSE, etc., et des Chief Happiness Officers, donc pour essayer de prendre peut-être un peu de hauteur là-dessus. Alors, notre webinaire, comme tous les webinaires, on va essayer de faire ça dans un temps limité, parce que tout le monde a des rendez-vous et du travail derrière. Donc, il y aura 30 minutes de discussion où
voilà, Patrick et moi, on va débattre justement de cette. Est-ce que c'est un nouveau monde ou est-ce que c'est un monde nouveau, justement, tout sur ce sujet-là? Est-ce que c'est un nouveau monde? Est-ce qu'on va juste raser le passé, faire table rase, comme on dit, et tout réinventer? Ou est-ce que c'est un monde nouveau, mais qu'est-ce qu'on va garder? Comment on va faire pour refaire avec, hein? Donc ça va être le sujet. Donc ça va durer 30 minutes. Et au bout des 30 minutes, et pendant d'ailleurs toutes les 30 minutes, je vous invite, vous avez tous repéré où était le petit onglet conversation. Par contre, si vous avez des questions, et c'est pareil pour les gens qui nous suivent sur YouTube, si vous avez des questions, posez-les dans le QNR, le petit onglet QNR là, qui est au milieu de votre écran, et posez-les dans le chat sur YouTube. Nous avons Charles qui regarde YouTube en même temps, parce que nous, on a du mal à avoir 14 écrans, et qui va reporter vos questions. Et donc, on les prendra dans 30 minutes et on y répondra autant que faire se peut. Pas sûr qu'on puisse répondre à tous, ni à toutes les questions d'ailleurs. Donc l'idée, c'est de se dérouler en 3 parties, un petit peu comme je vous l'annonçais. Donc une première partie qui est plutôt un constat. Qu'est-ce qui fait qu'on a assez mal résisté globalement à cette crise du Covid-19, en tout cas les organisations, hein, et l'économie. Mais certains ont résisté mieux que d'autres, certains pays mieux que d'autres, certaines entreprises mieux que d'autres. C'est quoi le truc? Voilà, de quoi est-ce qu'on peut s'inspirer? Quels sont peut-être les facteurs qu'ils avaient en commun? Qu'est-ce qui les a rendus, en tout cas, capables de gérer cette crise au mieux? Et on terminera en se posant la question de ce moment unique et qui, voilà, c'est un sujet de prospective qu'on voit aujourd'hui dans tous les journaux, mais qu'est-ce qu'on veut derrière, quoi? Est-ce qu'on ne peut pas en profiter pour mettre en œuvre un certain changement? On s'aperçoit tous que la porte est ouverte, hein, entrouverte en tout cas. C'est un moment de rupture, comme les grandes pestes. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Voilà, quelles sont les possibilités? Alors, il y a des possibilités assez noires, des possibilités au contraire très optimistes. Mais justement, si on prend conscience de ces différentes possibilités, peut-être que ça sera voilà, une meilleure chance pour que ça arrive. Donc bon, stop talking. Voilà, je vais peut-être passer donc la parole à Patrick. Et puis, bah, je te laisse commencer. C'est quoi le constat aujourd'hui? Mais ce qui est un peu étrange, c'est qu'on s'aperçoit que les gens ont mal résisté au confinement parce qu'ils se sont sentis vides, alors qu'ils se sont mis en parenthèse d'un monde où ils n'aimaient pas ce monde-là. Tout le monde râlait d'ailleurs, avant qu'il y ait cette crise, tout le monde détestait ce monde, pour quelque raison que ce soit. Et donc aujourd'hui, on a la possibilité de faire autre chose. Et c'est très étrange, on a l'impression que le confinement nous a fait sortir d'une prison, nous a fait sortir, on était pris dans une dynamique, dans un mouvement, on n'avait pas le temps de réfléchir. Maintenant, on a le temps de le faire, mais c'est comme si on était à la sortie de la prison en tapant à la porte, en espérant qu'on nous ouvre pour pouvoir re-rentrer dans la prison. Donc, c'est un petit peu étrange. Et à remarquer aussi quelque chose d'étrange, c'est que quand les gens ne travaillaient pas, leur vie est vide, puisque quand ils se retrouvent tout seuls dans un confinement ou avec leur famille, ils s'ennuient, ils ont besoin de s'occuper. Alors que l'idée, bah, c'est pas de s'occuper, justement, c'est d'utiliser ce temps-là, n'étant pas pris dans un maelstrom de fer, pour pouvoir avoir des nouvelles inspirations et pour pouvoir créer un nouveau monde. Donc je constate que, mais je ne suis pas le seul, hein, c'est des poncifs, hein, que ce monde était tourné vers un profit à outrance et qu'on a oublié complètement l'humain. Et que par conséquent, quand on se retrouve avec une crise humaine, on ne peut pas la gérer avec des moyens commerciaux, on l'a vu d'ailleurs. Donc on ne peut répondre à un problème qu'avec une réponse de même nature. Et on s'aperçoit finalement qu'on a abandonné l'homme pour le profit. Aujourd'hui, on se dit, mais comment on peut faire? Donc le constat, c'est que ce monde était profitable pour ceux qui pouvaient en sortir. C'est-à-dire qu'ils gagnaient de l'argent, mais surtout l'argent servait à acheter de la liberté finalement. C'est-à-dire qu'en gros, on restait enfermé dans un monde en espérant pouvoir en sortir. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'on voit que les agences de voyage offrent de l'évasion. Donc, si on vous offre de l'évasion, c'est que vous êtes en prison quand même. Donc, c'est comme si on était dans un monde où on était en prison et qu'on travaillait dans ce monde de prisonniers en espérant avoir de temps en temps des permissions pour pouvoir sortir de ce monde. Donc ça, c'est le constat que j'ai dans ce monde. D'ailleurs, on s'aperçoit que qu'est-ce qui nourrissait vraiment les gens?
on s'aperçoit que les entreprises aussi, c'était quoi le but d'une entreprise? Est-ce que c'est le but de faire du profit? Est-ce que c'est le but d'être connu? Est-ce que c'est le but d'être au service? Est-ce que, encore une fois, l'entreprise est un écho de la civilisation? Si on avait une civilisation tournée vers l'esprit, vers le spirituel, eh ben, on n'aurait que des entreprises qui feraient du spirituel. Si on a une entreprise tournée vers le profit, ben, on va faire du profit. Une entreprise mécaniste va aussi répondre au bien-être, pas forcément au bien-être, mais à ce que la société veut. Donc, pour moi, je dirais, l'entreprise n'est qu'au service du pays, de la collectivité. Alors, évidemment, selon l'endroit où va notre culture, notre pays, nos désirs, les entreprises vont embrayer autour de ça. Et c'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu la panique. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, très bien, avant la crise, on voyait à peu près à quoi on pouvait servir, on voyait à peu près ce qu'on pouvait faire. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, c'est étrange, c'est que tout le monde n'a qu'une espérance, c'est de revenir comme avant, dans un monde où les gens étaient malheureux d'ailleurs. On disait, je suis malheureux de ce monde, j'ai envie que ça change. D'ailleurs, on l'a vu avec la crise des gilets jaunes et autres, et ainsi de suite. Donc, tout le monde avait envie que ça change. On arrive maintenant dans une situation où c'est possible de changer, et tout le monde n'a qu'une envie, c'est de revenir comme avant. Donc, pour moi, c'est une errance, c'est une erreur. Donc, j'ai remarqué d'ailleurs qu'aucun parti politique, aucun guide ne proposait le bonheur ou le bien-être. Encore faudrait-il le définir. Qu'est-ce qui rend les gens réellement heureux? Mais est-ce qu'on propose aux gens d'être heureux? Non, on leur propose de gagner de l'argent, on leur propose d'avoir des médicaments, on leur propose d'avoir une image de ce que peut être le bonheur, qui est plutôt la sécurité que le bonheur. Mais derrière tout ça, c'était quand même stupéfiant de voir que les gens étaient dans un monde, travaillaient 11 mois pour pouvoir s'échapper un mois, ce qui est quand même un peu étrange. L'idée, c'était aussi de faire le rapport avec le monde de l'entreprise, c'est que, et si les gens étaient heureux aussi dans leur entreprise? On passe du temps quand même à l'intérieur d'une entreprise. Moi, c'est la première question que je pose quand je vais travailler avec une entreprise et qu'on me demande mon avis, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux? Et c'est une question qui stupéfie les gens parce qu'ils disent c'est la première fois qu'on nous pose ce genre de questions. On ne vous demande pas qu'est-ce qui fait que vous êtes efficace, qu'est-ce qui fait que vous avez un bon rendement, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux? Et je pense que cette question, elle peut se poser aujourd'hui dans notre monde. C'est-à-dire, pourquoi ne pas faire un monde dans lequel on est heureux, puisqu'on a la possibilité de le faire? Aujourd'hui, on est sorti de la prison. On a deux solutions. Soit on tape à la porte de la prison en espérant que les gardiens nous laissent rentrer. Mais s'ils nous laissent rentrer, ça va nous coûter un bras. Parce qu'ils vont dire, vous allez rentrer, mais à nos conditions. Et il est hors de question de se plaindre. Ou alors de dire, attendez, on est sorti de la prison maintenant. À nous de faire un monde dans lequel on est heureux. Il faut être fou quand même pour fabriquer un monde dans lequel on est malheureux. On va dire oui, mais ce n'est pas de ma faute, oui, mais c'est les hommes politiques, oui, mais c'est les leaders, mais ils ont que le pouvoir qu'on leur donne. Et puis c'est des humains aussi, puis ils ont des familles aussi, puis ils cherchent aussi ce bonheur. Alors quelquefois on se méprend, comme on n'a pas la moindre idée de ce que peut être réellement le bonheur, on le confond avec le profit, en disant si j'ai beaucoup de choses, alors comme ça garantit pour moi une sécurité que je vais appeler le bonheur. Mais ce n'est pas forcément ça. Et tout découle de ça. C'est-à-dire que si on fait une société maintenant, c'est peut-être très utopiste, mais je pense qu'on peut le faire, qui est orientée vers l'humain et non pas orientée vers le profit. Tous les problèmes que nous avons découlent de ça. Les problèmes écologiques découlent de ça. La répartition des ressources découle de ça. Les dictatures diverses et multiples découlent de ça. Alors c'est peut-être une utopie, mais je pense qu'on a ce moment de non-faire qui va permettre justement d'accumuler des tas d'informations qui vont nous permettre, pour moi, de faire un nouveau monde. Bon, écoute, tu sautes un peu à la conclusion, je te reconnais bien là. Oui. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être revenir au processus en fait bon, il y a ce constat de difficultés majeures économiques, où sont les masques, on ne trouve pas les masques, on aurait dû savoir comment ça se fait que les entreprises qui étaient présentes en Chine n'ont pas anticipé le fait que ça pouvait arriver en Europe. Pourquoi on nous a raconté qu'on était prêt puis on n'était pas prêt, toutes les histoires de biais cognitifs sur cette crise qui ont été majeures. Est-ce que sur j'ai envie de dire, le fonctionnement de l'entreprise ces dernières années, enfin, ou même ces dernières dizaines d'années, quel est le constat et qu'est-ce qui fait que ça a été si compliqué que ça à gérer selon toi? Moi, je pense deux choses. La première, c'est l'orientation, c'est-à-dire à quoi sert une entreprise, encore une fois? Est-ce qu'elle est au service
Si elle est tournée vers l'humain, on n'aurait jamais eu tous ces problèmes-là. Ou est-ce qu'elle est au service de profit, de résultats, de stress divers et multiples? Il y a une logique dans le fait qu'on soit planté dans cette crise. Je veux dire, les gens qui s'occupent de ça ne sont pas des imbéciles. Et ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer qu'ils aient pensé à rien. On peut juste imaginer qu'ils aient regardé autre chose, qu'ils n'avaient pas le même objectif. Et à partir de ce moment-là, si on n'a pas le même objectif, par exemple la centralisation des ressources au lieu de la répartition des ressources, et je pense que le problème majeur de notre monde est là, c'est-à-dire qu'on a centralisé les ressources, et contrairement à un corps humain, par exemple. Le corps humain, bien sûr qu'il centralise des ressources, mais chaque cellule est autonome. Et je pense que dans un monde où on pourrait plus s'en sortir aujourd'hui, c'est effectivement qu'il y ait des cellules autonomes. On le voyait quand on le voyait dans les campagnes, quand dans le village, il y avait le boulanger, le boucher. Si aujourd'hui une grande surface ferme, c'est tous les villages alentours qui sont morts de faim. Alors que quand il y avait le boulanger, le boucher, chacun avait sa propre autonomie. Donc je pense aussi quelque chose d'essentiel entre l'ancien monde et le nouveau monde, c'est la répartition des ressources. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'on ait centralisé les ressources à un endroit et qu'il n'y ait qu'une personne ou qu'un groupe de personnes qui ait le robinet, en disant on donne si on a envie pour des raisons qui nous intéressent. Donc je pense qu'aujourd'hui, un monde nouveau sera un monde de répartition des ressources. Alors vous allez dire oui, mais ceux qui maintiennent les ressources, qui ont le robinet, eh ben, ils ne vont pas ouvrir. Oui, mais il y a un tuyau. Ce qui veut dire que sur le tuyau qui plonge dans les ressources, oui, il y a un robinet, mais toute la longueur du tuyau, on peut aller les saucisses greffées dessus. On peut aller à la source des choses. C'est intéressant cette histoire de centralisation. Si on fait un parallèle, par exemple, avec les États, et il me semble on a repris deux petits exemples. Je ne sais pas, Louis, si tu peux poser les slides sur l'Allemagne et la Corée du Sud. Alors, l'idée, c'était de voir un petit peu sur cette idée de centralisation, justement, de l'entreprise ou du pays qui se comporte comme un corps ou pas. L'Allemagne est un peu le pays phare en ce moment, tout le monde regarde, ils ont tellement réussi, etc. Or, l'Allemagne, c'est un pays de Länder, c'est un pays extrêmement décentralisé, extrêmement autonome dans la mise en œuvre des processus. Et, et la Corée du Sud est aussi un des héros du moment. Alors, la Corée, c'est pas du tout décentralisé. C'est quand même des pays d'Asie avec une culture extrêmement collectiviste. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire que c'est le collectif d'abord, l'individu après, avec un grand respect de l'homogénéité ou de la cohérence du groupe. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes dimensions culturelles que l'Allemagne. Alors, en Corée, on pourra dire oui, la Corée garde dans son histoire le SRAS chinois, et donc a incorporé le fait ou a intégré le fait dans son ADN d'une certaine manière que ce type de crise sanitaire puisse arriver et du coup a mieux réagi, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, puisque l'Allemagne sur le H1N1 était comme nous, n'a pas été particulièrement touchée. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire en termes de centralisation et décentralisation? Moi, je pense que l'exemple que je prends, c'est le corps. C'est-à-dire qu'un corps qui contient 40 milliards d'individus, de cellules, qui, pour fonctionner, il y a forcément un système central qui va dire à chaque cellule, voilà quelle est ta place et voilà à quoi tu sers. Mais chaque cellule est complètement autonome. Donc, on le voit en Allemagne, par exemple, où il y a un ordre central qui est donné à des groupes autonomes, et chaque groupe autonome relaie. Alors, l'avantage que ça a, c'est que s'il y en a un qui ne comprend pas, ça ne bloque pas toute la chaîne de transmission, c'est-à-dire que les autres comprennent. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la Corée, c'est chaque individu est considéré comme une cellule autonome, c'est-à-dire qu'on considère que les gens sont responsables. Et par contre, l'ordre qu'on va envoyer va être global. Mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce soit des Länder en Allemagne qui sont des cellules autonomes ou que ce soit des individus en Corée qui sont des cellules autonomes, ça commence par une certaine autonomie. Ce qui est exactement le contraire de ce qu'on a fait avec notre monde en déresponsabilisant les gens. On leur laisse aucune autonomie. Donc à partir du moment où on leur demande quelque chose, pourquoi ils auraient un comportement local puisqu'ils attendent en permanence
des questions et des réponses. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu avec l'État. On dit, mais comment ils ont pu se planter à ce point-là? Bon, déjà, j'aimerais pas être à leur place. C'est pas du tout évident de gérer ce genre de crise. Ça dépend pas évidemment que de l'information, ça dépend aussi comment elle est transmise et qu'est-ce qu'on va faire de cette information. Il y a toujours les trois principes. L'information, comment elle circule et qu'est-ce qu'elle fait. Et s'il y a une de ces trois parties qui ne fonctionne pas, ça ne va pas marcher. L'information, elle est bonne, mais elle est mal transmise. L'information est bonne, elle est mal transmise, mais on ne veut pas l'écouter. Donc, il faut qu'il y ait un ensemble. Alors, soit c'est un ensemble politique, comme on le voit en Allemagne, soit c'est un ensemble éthique, comme on le voit en Corée, c'est-à-dire que chaque individu fonctionne un peu comme une abeille dans une ruche, et donc, effectivement, elle va travailler pour l'esprit du corps. Et là, ça donne déjà une idée que dans les deux cas, que ce soit en Allemagne ou que ce soit en Corée, il faut qu'il y ait derrière une force de cohérence. Soit qu'elle s'adresse à un pays, soit qu'elle s'adresse à un individu, soit qu'elle s'adresse à une ville, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous rassemble, la confiance, alors que ce soit la confiance en un État, la confiance. On voit un peu tout ce qui est parti dans tous les sens aujourd'hui qu'on voit en France, c'est parce qu'il y a une perte de confiance totale. C'est-à-dire que même si quelqu'un a une bonne idée et qu'il le dit, personne ne va le suivre. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va rassembler un peu les gens? C'est-à-dire comment l'information va circuler entre les gens, entre les villes, entre les pays? Et quelle réaction on va avoir face à cette information-là? Est-ce qu'on est équipé, nous, pour répondre à une information globale ou pour répondre à une information locale? Aujourd'hui, on va dire aux gens, par exemple, portez des masques. Et les gens vont répondre, oui, mais on ne sait pas où les trouver. Et d'autres, par exemple, une ville va dire, on voit par exemple comme Nice, va dire, nous, on va directement donner les masques dans des boîtes aux lettres chez les gens. Donc, on voit qu'on a des actions qui sont différentes, mais à chaque fois, on a toujours les trois principes. L'information, comment elle circule, puis qu'est-ce qu'on en fait. Okay. Oui, non, c'est. Et si on, et si par exemple, on redescend au niveau des entreprises, on a vu, peut-être Louis, tu peux nous mettre la slide, on a vu des très bons élèves hein, dans cette crise qui se sont bien, non seulement bien occupés d'eux-mêmes, de leurs employés, et de se rendre compte tout de suite des impacts de la crise et de mettre en œuvre tout ce qu'il fallait pour que l'entreprise se mette en ordre de bataille pour répondre. Mais non seulement ça, mais en plus, ils se sont distingués par des actions solidaires extrêmement remarquées, diverses et variées. Bon, Decathlon a fait du décathlon dans son esprit, mais on peut dire que Decathlon, il y a un esprit d'entreprise très fort qui est reconnu. On reconnaît cette entreprise. C'est pas le même esprit qu'Intersport ou GoSport ou je ne sais quoi. C'est juste pas le même esprit. Et ce qui s'est passé, alors c'est pas eux qui ont fait la découverte de comment est-ce que j'utilise le masque de plongée pour aider les soignants, mais en revanche, dès que ça a été compris, su, validé, ils ont immédiatement eu la bonne réaction, c'est-à-dire qu'ils ont cherché leur stock partout, mis la totalité de leur stock, ils ont arrêté d'en vendre, mis la totalité de leur stock à disposition des soignants, etc. Donc ça a été très très remarqué. Je ne sais plus comment il s'appelle, le patron de Nicolas Chaban de C'est qui le patron, a fait du C'est qui le patron. Donc l'esprit de cette entreprise, C'est qui le patron, a été totalement respecté et s'est distingué dans la masse comme des gens particulièrement solidaires, particulièrement socialement responsables. Et donc, il a reversé tous ses gains aux entreprises en difficulté. Peut-être un dernier, mais il y en avait pas mal, hein, qui est Chanel. Bon, on ne peut pas dire que Chanel n'est pas un esprit, très particulier également. Alors, c'est des maisons de luxe, ça propage une certaine idée, mais quand même, Chanel qui s'est arrêté de bosser hein, du jour au lendemain, les fermetures des magasins, etc. Chanel a immédiatement dit qu'elle n'utiliserait pas les subsides de l'État pour payer les gens, alors que tous ses employés étaient au chômage complet. Eh bien, elle a continué à les payer. Elle n'a pas pris l'offre de l'État de compensation du chômage partiel. Et donc, on voit qu'il y a quand même certaines entreprises qui, du fait, alors je ne sais pas, justement, c'est la question que je te pose, est-ce que cet esprit d'entreprise, d'abord, qu'est-ce que c'est l'esprit d'entreprise? Et on voit là qu'il a permis de distinguer
les entreprises qui ont été les bons élèves ou qui ont été plutôt les bons dans cette affaire-là, des mauvais, voire des truands, parce qu'on a vu aussi des entreprises se comporter comme les derniers des gougnafiers, à diffuser des dividendes, à imposer des choses aux gens qui étaient assez intolérables, et à se comporter, parce qu'ils étaient probablement tellement stressés par le flux tendu du cash, etc., qu'ils savaient d'une certaine manière pas se comporter autrement. Mais cette crise a été un révélateur finalement des esprits d'entreprise. Alors, c'est quoi l'esprit d'entreprise? Mais je pense que tout tourne autour de ça, alors que ce soit pour l'entreprise ou que ce soit pour le monde ou peut-être pour le nouveau monde, c'est l'esprit justement. C'est cette capacité d'avoir un intérêt supérieur qui va masquer les intérêts individuels. Si vous êtes sur un bateau et que tout le monde s'entend sur ce bateau et qu'on frappe un écueil qui risque de couler, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va essayer de boucher le trou pour sauver tout le monde. Alors que si on est sur un bateau où tout le monde s'en fout, il se passe la même chose. Ben, il y en a la moitié qui vont sauter à l'eau, qui vont partir de l'autre côté, qui vont prendre les planches qui pouvaient servir à boucher le trou pour se sauver eux. Donc, quelle est cette force et comment on va bâtir cette force qui permet de maintenir une cohérence? Alors, sans contrainte, c'est-à-dire que les gens ils doivent se retrouver à l'intérieur. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas du tout de Chanel. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont un très fort esprit d'entreprise. Alors, en dehors du fait que ce soit des marques de luxe, c'est quand même des marques, c'est-à-dire que la marque elle-même vaut quelque chose. La griffe vaut quelque chose. Ça veut dire que c'est quelque chose d'impalpable, mais qui pourtant qui donne une immense valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, ce n'est pas parce qu'elle est impalpable qu'elle n'existe pas. Donc, avoir l'esprit maison aussi fait que les gens se sont retrouvés à l'intérieur du même bateau en disant on va laisser personne sur le carreau, on va sauver tout le monde. Mais pour ça, il faut qu'il y ait cet esprit. Donc, l'esprit d'entreprise, c'est justement la force qui va permettre de maintenir en cohérence, qui va faire d'abord que les gens vont être fiers de travailler pour une entreprise. Et on le remarque, c'est-à-dire quand quelqu'un va appeler, par exemple, un fournisseur, il ne va pas dire je suis Albert Dugenou, il va dire je suis telle entreprise. C'est-à-dire qu'il s'identifie à cette entreprise. L'entreprise, l'esprit d'entreprise se crée comme un archétype. C'est-à-dire qu'on va prendre le logo, par exemple, le logos, c'est la parole de Dieu. Le logos, c'est complètement mystique. Et à partir de ça, on va faire des formes, des couleurs, des concepts qui vont représenter l'idéal de l'entreprise. Ou qu'est-ce qu'on voudrait que soit cette entreprise? Ça peut être l'homme charismatique aussi, le patriarche, l'inventeur, celui dans lequel va y avoir le buste dans le hall d'entrée. C'est-à-dire que les gens vont se reconnaître dans quelque chose. On va créer un esprit d'entreprise, on va créer presque des rituels pour rentrer dans cette entreprise. D'ailleurs, on va dire, vous avez l'esprit maison, vous n'avez pas l'esprit maison. Et ça va s'acquérir cet esprit. C'est-à-dire que ça va fonctionner un peu, vous allez peut-être sauter en l'air quand je vais dire ça, mais pour moi, une bonne entreprise fonctionne un peu comme une église. C'est-à-dire qu'on y croit. Et ça va fonctionner avec un système de croyance. Qu'est-ce qui fait qu'on va croire à une entreprise? Donc, je prends évidemment des exemples. Le premier exemple, c'est Apple, bien sûr. Quand il y avait Steve Jobs, eh bien, d'ailleurs, quand il faisait des présentations de produits, on appelait ça une grand-messe. Et c'était mis en scène exactement comme le prophète qui arrive sur scène et qui va vous faire des révélations. D'ailleurs, à remarquer qu'il ne vantait jamais les produits. Il ne parlait pas de la technologie du produit, il parlait du rêve. Il disait, voilà ce que vous allez pouvoir faire avec. Vous l'avez rêvé, nous l'avons fait. Donc, quel est le rêve aussi qui porte cette entreprise? Ça commence vraiment pas dans les réalisations, mais dans cet esprit. Qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux de travailler ensemble? C'est quoi leur motivation? Et ensuite, on va utiliser on va parler avec les gens, c'est-à-dire on va parler avec déjà le leadership. Ils disent, c'est quoi votre but? Vous êtes capitaine du bateau, mais vous voulez l'amener où ce bateau? Ensuite, vous avez des marins qui sont à bord, mais où ils sont le mieux et qu'est-ce qui va les rendre heureux aussi, ces marins-là? Donc, ça paraît étrange de dire aux gens, qu'est-ce qui vous rend heureux? Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et je constate que les entreprises qui s'en sont mieux sorties, c'est des entreprises qui avaient une très grande force de cohérence. Et pas forcément une force de cohérence sur le profit, en disant, si vous ne venez pas, eh bien, on ne va pas travailler, si on ne travaille pas, la boîte, elle va couler. Mais une force de cohérence on prend soin de vous, vous faites partie de la maison, vous êtes des cellules de notre propre corps, donc on ne peut pas vous abandonner. Et faire ressentir ça à l'intérieur d'un groupe, alors que ce soit un groupe humain, on le voit, je veux dire, avec les drapeaux, les chants militaires et autres choses.
qui sont une manière de maintenir une cohérence. Alors hélas, généralement, c'est une cohérence contre. Là, l'idée, ça serait qu'il y ait une force de cohérence avec. Et c'est pour ça que je dis, il est peut-être temps maintenant, et c'est peut-être possible aussi, de changer le cap du navire. C'est-à-dire que je ne suis pas pour, en disant ce monde était affreux, avant on va tout raser, et puis on va faire un monde complètement différent. Non, on a des ressources. Pourquoi perdre ces ressources? Donc je dis, il faut juste les réorienter. C'est comme une greffe. C'est-à-dire on ne va pas raser tous les arbres, mais par contre on va greffer dessus autre chose. C'est-à-dire on va récupérer ces ressources-là, mais on va les répartir autrement. Donc, c'est aussi la question, parce que j'ai des entreprises évidemment qui m'appellent beaucoup en ce moment et qui me disent on va faire quoi? C'est-à-dire que comment on va faire après, sous-entendant comment on va faire après comme c'était avant. Moi, je vois, j'ai des gens qui expliquent à leurs marins comment ramer, mais je leur dis mais il n'y a plus d'eau. Donc, ce n'est pas la peine d'expliquer comment ramer, on va être sur un sol sec, vous allez ramer, vous irez moins vite. Comment vous allez pouvoir dire aux gens et comment vous allez accepter aussi de poser les rames et de sortir du bateau? C'est une réorientation, c'est un vrai changement de cap. Et on a la possibilité de le faire. C'est une phase exceptionnelle de l'humanité, difficile, parce que Einstein disait la force de l'univers la plus difficile à surmonter est la force de l'habitude. On ne veut pas perdre nos habitudes. Mais ça veut dire que tout est possible. Tout est possible parce que c'est mondial. Et parce qu'il y a des grands chocs de l'humanité comme ça qui font qu'on peut réagir, on peut faire quelque chose d'autre. Mais l'idée, c'est de ne pas espérer de revenir comment c'était avant dans un monde où on n'était pas bien, ce qui est quand même de la folie totale. Mais par contre, comment récupérer toutes ces ressources-là pour faire un monde dans lequel on va être bien? Donc, pour Oui. en conclusion, je dis les entreprises qui ont réussi, elles avaient cet esprit, et celles qui ne réussissent pas n'ont pas du tout d'esprit. Alors à ce moment-là, elles sont en confusion totale et elles vont partir dans tous les sens. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, absolument. Merci. Et alors, sur cette greffe à prendre, on a vu ce qui semblait être de très bonnes nouvelles, baisse de la pollution, etc. Alors, c'est génial, voilà. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on a cette espèce euh, de vernis. En fait, on nous raconte qu'il faut faire du vélo, on nous culpabilise si on mange des fraises en février, on nous dit qu'il faut faire des cagnottes pour aider les plus pauvres, mais en fait, on s'aperçoit que la pollution, elle n'a pas vraiment beaucoup baissé et que du coup, même si on a arrêté le transport routier et le transport aérien, c'est pas du tout suffisant, en fait, c'est pas ça. Et donc, qu'est-ce que tu verrais comme possibilité de changement, de chantier majeur? Qu'est-ce qu'il faudrait changer, je ne sais pas, dans l'éducation, dans la finance? On peut parler de la finance, hein, parce que là, on est quand même sur un public de professionnels, dans la relation au travail, dans la relation à l'argent. Qu'est-ce qui pourrait être extrêmement différent? Et puis après, bon, bah, c'est bien, mais on fait comment? Moi, ce que je vois, c'est une réorientation du monde. C'est-à-dire que quand on est dans un monde et que la majorité est malheureux, il faut être fou pour rester dedans. On arrive dans un monde où on a le choix des contraintes. Et la question, c'est de dire non, mais je ne veux pas prendre ni ce chemin-là, ni ce chemin-là, parce qu'ils sont mauvais tous les deux. Mais quel est ce chemin qui va, comment dirais-je, me permettre d'être heureux dans ce monde? Pour moi, être heureux dans le monde, c'est tout est à sa place et moi aussi. Mais je ne sais pas forcément pourquoi. Donc, la première question, c'est finalement, c'est drôle, c'est que les gens sont heureux quand ils partent en vacances, par exemple. C'est-à-dire quand ils quittent leur monde. C'est quand même bizarre, on pourrait faire un monde de vacances, puisque les gens sont heureux dans ce moment-là. Donc pourquoi passer 11 mois en étant malheureux, en espérant d'avoir un mois dans lequel on est heureux? C'est quand même bizarre. On pourrait imaginer donc une société dans laquelle on est toujours en vacances, c'est-à-dire toujours dans une situation. C'est quoi la différence entre les vacances et le travail finalement? Et là, on voit bien que c'est pas rien faire. On voit bien, par exemple, dans les périodes de confinement comme maintenant, les gens, ils ont du temps, mais ils savent pas quoi en faire. Donc, ils remplissent avec l'ancien monde. C'est-à-dire que j'aime bien cette expression qui dit arrêtez de mettre des pierres dans votre puits, mais buvez-en l'eau. C'est-à-dire que comme ce qui veut dire que les gens qui s'ennuient, leur seule raison de vivre, c'était de travailler, c'était d'avoir des activités. Maintenant qu'ils se retrouvent avec leur famille, ce qui est quand même le summum du bonheur, de se retrouver avec sa famille, de se retrouver avec ses enfants et de pouvoir faire ce qu'on veut, ils sont perdus, ils ne savent pas quoi faire. Et ils sont obligés de faire des activités, on est obligé de leur remettre regarder des films, lire des livres, faire des... Mais Tu dis la pendant même tous ces chose moments-là, que Pascal sur le divertissement, en fait. absolument, L'homme étant très angoissé, il s'agite, il se divertit pour ne pas se être face à regarder. lui-même, c'est ça.
Mais là, l'idée, c'est cette période-là est une période extraordinaire qui est une période de contemplation. La contemplation, ça veut dire l'ouverture du temple. Ça veut dire arrêter de faire, mais laisser rentrer. Et c'est là, c'est à ce moment-là, puisqu'on n'est pas sollicité par le fait de faire à chaque seconde, où on peut laisser rentrer toutes les idées neuves, toutes les idées nouvelles. Et moi, je pense, je me calerai sur ces... C'est quand même drôle que les vacances, c'est être vacances, c'est-à-dire je ne suis pas là. Donc, je suis bien que quand je ne suis pas là. Et à chaque fois que je suis là, je ne suis pas bien, ce qui est quand même un comble. Donc, comment faire un monde dans lequel on est bien, même quand on n'est pas en vacances, ou un monde de vacances global? Il faut s'entendre, encore une fois, c'est quoi l'objectif des vacances et c'est quoi l'objectif du travail et pourquoi c'est opposé? Pourquoi on ne pourrait pas faire quelque chose qui combine? Il y en a qui font ça. D'ailleurs, les gens disent, moi, ce n'est pas un travail, c'est un loisir. C'est-à-dire, quand j'aime ce que je fais, eh bien, un, ça me rapporte quelque chose. Deux, ça me rapporte aussi du bien-être, de la félicité. Je suis fier de ce que j'ai fait. Trois, quand je donne un produit dans lequel je me mets parce que je suis heureux de l'avoir fait, bah, les gens, quand ils l'ont, ils n'ont pas que le produit, ils ont aussi l'histoire. Donc, la fameuse valeur ajoutée, c'est la montre du grand-père, c'est le couteau qui est fait par un artisan plutôt que des Pakistanais où c'est embouti et ça vaut rien. Donc, il y a vraiment cette valeur ajoutée et qui est pour moi aujourd'hui comment on va remettre l'esprit dans chaque chose. C'est-à-dire, je suis un monomaniaque de cet esprit. Je ne parle pas de religion, hein, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas parlé de Dieu ni de ça, mais je parle de cette fameuse valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, c'est vous buvez un verre de vin, il est bon, vous connaissez le viticulteur, il est meilleur. Pourquoi? C'est quoi ça? Et donc, pour moi, une entreprise qui a de l'esprit, c'est une entreprise qui a cette valeur ajoutée, qui a cet esprit. On parle de Michelin, par exemple. Bah, quand Michelin a fait Bibendum, le personnage, on voyait ça partout. Et on a personnifié vraiment, c'est-à-dire qu'on lui a donné, on a créé un archétype, on a créé un réel personnage qui a une vraie valeur, qui explique quelque chose. Donc, pour moi, cette espèce de spiritus, c'est un dissolvant. Nous, on est dans la matière, on est dans la colle, on est piégé, on est dans quelque chose de lourd. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir répandre ce dissolvant dans le monde, cette fameuse valeur ajoutée qui nous rend heureux? On parlait tout à l'heure des réactions. Vous avez quelqu'un qui tombe dans la rue à côté de vous. La première réaction que vous allez avoir, c'est sauter vers lui puis l'aider. Puis la deuxième, c'est de dire ah ben non, je vais avoir des problèmes, ça va être long, il va falloir faire des papiers et tout. Donc on voit bien qu'il y a, dans un cas, on est dans un état de corps, un état de matière, de cause et d'effet, et dans un autre, on est dans un état d'esprit. C'est-à-dire comment on va mettre c'est du cœur à l'intérieur de ce qu'on fait. Hein, le bonheur, c'est à la bonne heure, c'est-à-dire je suis à ma bonne place et je fais ce que j'ai à faire. Donc pour moi, ce nouveau monde possible, c'est comment retrouver sa faculté d'émerveillement. On voit, on le voyait dans les transports, on voyait les gens qui sont éteints. Bah, comment les éveiller, comment les ouvrir? Alors évidemment, la première chose à faire, c'est l'éducation. C'est-à-dire quand on regarde aujourd'hui l'information ou quand on regarde le monde, on nous parle que des malheurs du monde, que des choses qui sont horribles. Déjà, on a du mal à gérer nos propres émotions. Là maintenant, il faut que chacun individuellement on gère les émotions du monde et qu'on ait des réponses à ça. C'est impossible, c'est ingérable. Donc évidemment, tout le monde est déprimé, tout le monde se dit j'aurais pas l'énergie nécessaire. Ah, j'ai déjà du mal moi à avoir l'énergie pour survivre. Comment je vais faire pour porter le monde à bout de bras? Donc l'idée pour moi, c'est que chacun d'entre nous on doit avoir une éducation en réenchantant le monde, en disant ce monde n'est pas si horrible que ça, regardez, il y a des choses merveilleuses. Et évidemment, ça passe d'abord par l'éducation, par les enfants, mais tout ça, ça passe aussi par l'orientation de la société. Si on veut faire une société de profit, on va évidemment enseigner de cette manière-là. On va créer la compétition, on va dire s'il y a une seule place, il faut qu'elle soit pour toi, et ainsi de suite. Évidemment, dire faire une société humaniste, c'est un peu utopique, mais je le vois quand on sort des gens de leur milieu. On m'a demandé, moi, d'amener des catsup en Bretagne, hein, c'est-à-dire leur faire voir des menhirs. C'est pas du tout, les gens disaient, mais qu'est-ce qu'on vient foutre ici? On va perdre notre temps. Hein. Perdre notre temps, vous voyez. Et au bout de quelques instants, on était dans les féeries, on était dans un autre monde, ils se prenaient tous pour des chevaliers, et ils ont vécu un moment extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont retrouvé cette faculté d'émerveillement. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que dans notre monde, on est enfermé. Finalement, c'est comme un zoo, mais c'est nous qui sommes en cage. Hein. On le voit bien avec le discours écologique. Le discours écologique, c'est de dire l'homme est une menace, donc on va l'enfermer, on va protéger les lieux de l'homme. Mais ce n'est pas une bonne idée, ça. La bonne idée, c'est que l'homme soit dans son milieu et qu'il l'aime. Et s'il aime son milieu, il ne le détruira pas. Donc encore une fois, c'est une question d'éducation pour moi. Donc voilà, un peu ce nouveau monde pour moi et pour moi serait un monde d'éveil.
et non pas un monde de contraintes. Je n'ai pas dit que c'était facile, hein, mais je dis que pour moi, un exemple, quand on a fait la société mécaniste qu'on a fait aujourd'hui avec la révolution industrielle, c'était quoi le but? C'était de remplacer les hommes par des machines. C'est effectivement ce qu'on a fait. Mais évidemment, quand on a remplacé les hommes par des machines, ben, on ne peut pas donner du travail aux hommes puisqu'ils sont remplacés par des machines. Donc, il y a un vrai problème. Il n'y a que deux possibilités. La première, c'est de dire, bon, on va casser les machines. C'est les gens qui disent qu'il nous faudrait une bonne guerre. Parce que comme ça, quand on a cassé les machines, ben, on va filer des pelles à tout le monde, ils vont aller faire des trous, ils vont avoir du travail. Et la deuxième, c'est de dire ceux qui ne travaillent pas, ce n'est pas des parasites, ce n'est pas des chômeurs, c'est des gens qui ont échappé au travail et maintenant qui peuvent se tourner vers autre chose. Et c'est là où il devrait y avoir une éducation. On devrait dire maintenant, ces gens-là, eh bien, on va les éveiller vers autre chose. Et moi, pour moi, le but, la finalité d'un monde heureux, pour moi, c'est une société gratuite. C'est-à-dire, les gens travaillent 2 jours par semaine pour maintenir les machines éventuellement, parce que évidemment, elles subsistent aujourd'hui à 99% de nos besoins. Et le reste, la société est gratuite. À ce moment-là, on n'a plus ces problèmes de profit. Alors, vous avez une société gratuite complètement utopiste, ça ne se peut pas. Alors, si ça ne se pouvait pas, déjà, on ne commencerait pas à proposer le revenu universel. Parce que quand même, le revenu universel, c'est une manière de faire une société gratuite. Et puis après, évidemment, il y a l'éducation qui va avec, parce que ça veut dire, oui, mais si la société est gratuite, il y a les gens, ils vont se jeter dans les supermarchés, ils vont piller les supermarchés, mais ils vont en faire quoi? C'est gratuit. Ils ne peuvent pas le revendre. On va dire, oui, mais si tu veux une voiture, tu vas aller prendre la voiture. Oui, bah, je vais aller la prendre. Oui, mais celui qui la vend, il va vivre de quoi? C'est gratuit. C'est-à-dire que lui aussi, s'il a besoin de quelque chose. Alors, toute l'éducation va être derrière, va être, oui, mais moi, je veux une plus grosse voiture que lui. Là, comment on va gérer ça? Donc, l'idée, il faut que ça s'accompagne d'éveil. C'est-à-dire, imaginez-vous, chacun d'entre nous, vous travaillez 2 jours par semaine et le reste du temps, vous faites ce que vous voulez. Vous voyagez, vous faites de l'art, vous écoutez de la musique, vous êtes dans une situation où la société vous rend heureux. On va dire, ben non, ce n'est pas possible. Et pourquoi ce n'est pas possible? Alors évidemment, il y a une règle mathématique extrêmement simple qu'il faut dénoncer. C'est pour qu'il y en ait peu qui ait beaucoup, il faut qu'il y en ait beaucoup qui ait peu. Donc, ça repart encore par la fameuse grève dont je parlais tout à l'heure et la répartition des richesses, la répartition des ressources plus que des richesses d'ailleurs. Donc voilà. Et après, il y a des méthodes, évidemment. Là c'est la vision utopique. Et c'est pour ça que j'ai monté une méthode avec un ami qui s'appelle les 7 fusions et qui permet justement, c'est une grille, une matrice universelle qui, de l'endroit où on est, la confusion la plus totale, comment on peut faire pour en sortir et pour aller vers autre chose. Je veux dire, ce qui nous arrive ici est complètement humain. Quand vous avez une confusion, il vous faut une perfusion. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes perdu dans quelque chose. Bah, le premier truc qui passe, on l'a vu d'ailleurs, on le voit bien, quelqu'un parle d'un médicament, tout le monde se jette dessus sans rien vérifier, mais en disant oui, c'est lui. Quelqu'un d'autre va parler d'autre chose, tout le monde va se jeter dessus. Pourquoi? Parce que dès qu'on a une confusion, il faut qu'on se fasse une perfusion. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai une réponse. Même si elle est mauvaise, ce n'est pas grave, mais il faut que j'ai une réponse. Alors, l'idée, c'est de changer. Évidemment, on voit que les perfusions, elles sont souvent pathogènes. Ça peut être, je me mets à boire, ça peut être, je prends de la drogue, ça peut être, je fais du vélo à outrance, ça peut être, je fais mon pavillon à chaque seconde. Hein. On voit des gens, ils font leur pavillon toute leur vie. Mais en réalité, c'est une perfusion, c'est-à-dire que ça leur permet de répondre à une période de confusion. Donc, l'idée, nous, on est dans ce mode de perfusion aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est en confusion totale. Et ça veut dire qu'on cherche n'importe quelle perfusion. Et dès qu'on passe la perfusion, on dit, tiens, par exemple, je suis perdu dans ma vie et si je faisais du vélo? Alors, je ne dis pas seulement si je faisais du vélo, j'achète le dernier vélo à la mode, je m'habille plus haut et je fais 150 km par jour. Et je lis des bouquins de vélo et je ne parle que de ça. Donc là, on s'aperçoit que c'est vraiment une perfusion. Et je ne vois rien d'autre. Donc l'idée, c'est je suis passé de la perfusion à la fusion, qui est la 3e étape. Confusion d'abord, je ne sais pas ce que je veux. Perfusion, je choisis quelque chose qui va répondre à ma confusion. Et fusion, c'est je le fais. C'est-à-dire, je me mets dedans, je fais mon pavillon à outrance, j'achète le dernier vélo, je me mets dedans. Et ça, c'est l'enfer, ces 3 parties. Confusion, perfusion, fusion. Je suis piégé à l'intérieur de ça. Je ne peux pas en sortir. C'est intéressant parce que ça rappelle beaucoup les processus en gestion de crise qu'on voit très souvent dans notre métier. La crise arrive, elle tape, il y a une confusion qui souvent est aussi une tétanie. Une sidération, une sidération. Voire un déni en fait de ce qui arrive.
quand on sort de cet état-là, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien en sortir, parce que sinon, enfin, tout s'agite autour de vous. Il y a énormément de coups de fil, énormément de sollicitations, etc. Donc, on commence à se mettre en œuvre. Et là, enfin, ça ressemble au petit bonhomme là, qui est en train de faire, d'essayer de faire 10 000 trucs à la C'est fois. ça, c'est Et ça. évidemment, c'est pas comme ça que, enfin, c'est pas le rôle de la cellule de crise, c'est pas la méthode, Tout à mais fait. il est dans l'action pour montrer qu'il fait quand même quelque chose pour se C'est ça. rassurer lui-même, en fait. C'est ça. Quand on est en confusion, la première chose à faire, c'est de sortir de cette confusion. Tant qu'on est en confusion, je veux dire, on va partir dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que la première chose qui passe, la première perfusion qui passe, même si elle est mauvaise, je veux dire, c'est presque moins grave d'avoir une perfusion mauvaise que de ne pas avoir de perfusion du tout. L'idée, il faut vraiment sortir de cet état de sidération. Et même si on commence à faire des choses, évidemment, le risque, c'est d'épuiser toutes ces ressources à faire sans répondre à la crise. Et c'est pour ça que le plus important, et c'est ce que je dis aujourd'hui aux gens qui sont dans cet état de confusion, c'est surtout pas se jeter sur une perfusion, pas savoir ce qu'on va faire, mais avoir une période de recul, et qui est la plus importante, qui est la diffusion. Mm. Et là, la diffusion, c'est ce qui nous arrive globalement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire. C'est le confinement. Voilà, c'est le confinement, mais paradoxalement, ce confinement peut nous ouvrir puisqu'on ne peut pas faire. Donc la diffusion, c'est je ne fais pas. Alors vous allez dire, c'est la contemplation. Et je vois un message qui est très important, qui dit oui, mais je vois par exemple au centre des hôpitaux, eh bien, quand on est malade ou quand on va mourir, on ne peut pas se mettre en diffusion. Si, si, justement, on peut se mettre en diffusion. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, faites l'expérience vous-même, hein, vous n'êtes pas bien, vous stressez, ben, vous regardez par la fenêtre et vous comptez les feuilles d'un arbre. Vous allez dire, mais ça ne sert à rien. Très vite, votre esprit va partir vers autre chose. Et dès l'instant qu'il est en diffusion, il vient de libérer de la place. Et maintenant qu'il vient de libérer de la place, il y a des nouvelles informations qui peuvent venir. C'est l'infusion. Ce qui veut dire que dans toutes les périodes de crise et dans toutes les nouveautés comme ça, bien sûr, il faut gérer l'urgence. Mais très vite après, il faut profiter de ces périodes comment dirais-je, de diffusion qu'on a là pour laisser venir ce qui vient. C'est dans ces périodes-là qu'on peut le regarder dans l'histoire. Hein. Quand dans l'histoire, il y a eu des grandes ruptures de l'humanité, il y a des grandes choses qui en sont sorties. Soit par nécessité, soit parce qu'on a eu le temps de laisser rentrer quelque chose d'autre. Et là, évidemment, maintenant que vous êtes en diffusion, vous allez pouvoir recevoir l'infusion. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément des informations que vous aviez, mais c'est des choses qui se mettent en place. C'est puisque vous avez laissé la place pour faire quelque chose. Nous, on veut toujours se remplir. Le seul problème, c'est qu'on est déjà plein. Et le premier travail, avant de vouloir se remplir, c'est de se vider. Et là, on est dans une situation où on a la chance de pouvoir se vider. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu navrant de se re-remplir dans cette période-là de tas de trucs. C'est la peur du vide, quoi. Et donc, cette idée, laissez venir ce qui va venir et vous allez mettre en place des tas de choses. C'est l'occasion aussi de dépoussiérer, de retirer les cailloux de votre maison. Hein. Si vous voulez sortir d'une prison, il faut retirer toutes les pierres que vous avez mises à l'intérieur. Jusqu'à maintenant, on était dans une pièce close. Et la seule chose que vous pouviez faire, c'était de déplacer les briques. Donc, les options étaient limitées. Mais là, on a la chance d'avoir les portes et les fenêtres ouvertes. Et donc, l'idée de pouvoir sortir les briques. Alors maintenant que vous êtes en infusion, c'est-à-dire que vous avez reçu de nouvelles informations, que ce soit de la gestion, que ce soit une idée pour faire quelque chose de nouveau, pour sortir de la crise, eh bien, vous allez pouvoir la diffuser. Et vous voyez que la diffusion arrive très tard d'en parler. Il y a des gens qui diffusent tout de suite, c'est-à-dire que quand ils sont en fusion, ils se sont fait une perfusion, par exemple, je reviens, ils étaient perdus, puis ils disent, tiens, ce médicament est salvateur. Donc, ils se mettent une perfusion. Après la fusion, ils le font tout de suite. Et ils commencent à distribuer cette information à tout le monde. Mais là, ils ne font transmettre du savoir-faire. Alors que quand on passe par la diffusion et par l'infusion, c'est-à-dire qu'on a laissé le temps que les choses viennent, maintenant on peut diffuser. Et là, diffuser, ce n'est pas donner du savoir-faire, c'est permettre aux autres de s'ouvrir justement. Alors, c'est ça ce fameux dissolvant universel, c'est cette capacité d'apporter à tout le monde. Je vous dis, le paysan qui fait ses légumes et qui en parle avec amour, bah, quand je vais manger ses légumes, je ne vais pas manger que ses légumes, je vais manger aussi ça. Et quand il va me raconter ses légumes, ça va être de la diffusion. Et même moi, quand je vais manger ces légumes, je vais être tout fier si j'ai des gens qui viennent manger à la maison, de leur dire,
Mais vous savez, ces légumes, ils viennent du jardin. Et en plus, c'est un petit paysan qui est d'à côté. Et je vais vous expliquer l'histoire qu'il m'a racontée sur ses carottes. Donc ça aussi, c'est extrêmement nourrissant. Et ça, c'est cette diffusion. Et ça, l'avantage de cette diffusion, c'est qu'on va apporter le fameux dissolvant universel dont je parlais aux gens. C'est-à-dire, quand vous mangez de la nourriture et qu'elle n'a pas cette histoire derrière, c'est de la colle que vous mangez. Quand vous mangez de la nourriture et qu'elle a cet esprit avec, c'est de la colle et du dissolvant que vous mangez. Donc, vous voyez que pour notre corps, ça sera complètement différent. Alors, il va se passer aussi autre chose, c'est que si l'information que vous avez donnée, elle est la source de l'infusion, eh bien, les gens vont être touchés par ça. Ils vont en faire quelque chose, peut-être ils vont le remettre dans la matière, mais ils vont avoir envie aussi de le transmettre et de vous le renvoyer. Et ce sera la profusion, c'est-à-dire que l'information circule dans tous les sens. Je fais le parallèle avec une entreprise, par exemple. Il lui arrive ce qui arrive aujourd'hui. Elle est en confusion. Ça, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Donc, elle choisit une perfusion. La perfusion, ça va être, par exemple, je ne sais pas, on sauve le navire, on s'enferme à l'intérieur et on n'a aucun contact les uns avec les autres. Et le faire, c'est je monte des barrières à l'intérieur et je confine les gens à l'intérieur. C'est une possibilité. Et c'est ce qui nous est arrivé majoritairement. L'autre possibilité, c'est je suis en confusion et je prends un autre type de perfusion. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par la perfusion et la fusion, je dis attends, attends, attends. Évidemment, ça urge, mais qu'est-ce qui peut venir comme nouvelle information? Et il y a des tas de nouvelles informations qui vont venir en place parce que nouveaux problèmes, nouvelles informations, on ne peut pas régler un nouveau problème avec des ressources anciennes. Donc, il va bien falloir qu'il y ait une réadaptation au milieu, mais pour qu'il y ait adaptation au milieu, il faut qu'il y ait intelligence. Et pour qu'il y ait intelligence, il faut que ça soit intelligible. Et pour que ça soit intelligible, il faut qu'on puisse recevoir. Encore une fois, je parle pas, ne nous méprenons pas, je ne parle pas de religion après vos croyances, je veux heurter la croyance de personne, mais je parle d'un état dans lequel des nouvelles informations peuvent arriver. Et ces nouvelles informations peuvent réellement répondre à des crises, à des choses, parce que nous avons besoin de nouveaux outils. On ne peut pas régler un nouveau problème avec des anciens outils. Donc, ces nouveaux outils ne peuvent pas être à l'image des anciens. Donc, il va falloir une phase justement d'infusion pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Pas qu'est-ce qu'on fait avec les anciens trucs qu'on a, mais laissons venir les choses qui viennent et on va voir ce qu'on va faire. Et à partir de ce moment-là, une entreprise qui va faire ça va forcément rebondir parce qu'elle ne va pas utiliser les vieilles structures qui ne fonctionnent pas. Et le risque aussi, c'est que de réutiliser tout le temps les vieilles structures font qu'on va faire un monde à l'identique. Et donc, ça veut dire qu'on ira dans le mur un peu plus tard, mais on ira dans le mur. Il ne faut absolument pas faire un monde à l'identique. Il faut avoir bien ces ressources-là, mais faire un vrai nouveau monde. Eh ben, merci beaucoup. Écoute, j'en retiens en tout cas que cette période de confinement, je ne sais pas si tout le monde l'a senti, mais a permis, nous a obligés en tout cas, nous a obligés à se regarder, à se contempler, à lâcher et à vider pour effectivement, c'était le seul moyen peut-être pour donner la possibilité d'avoir de nouvelles idées, de faire les choses un peu différemment, d'écouter différemment également. Donc, c'était une grande chance. En tout cas, merci beaucoup, Patrick, pour toutes ces explications.